Bonjour. Des enfants martyrs sont confiés à leurs bourreaux. D'autres, sans motif valable, arrachés à leurs parents, aimants, de plus en plus jeunes, même à la naissance. Comment expliquer que de si nombreux juges remettent les enfants à des parents maltraitants, violeurs, et condamnent le parent protecteur à la psychiatrie, la prison, voire en le ruinant tant qu'il réclamera justice? Certains fonctionnements peuvent s'expliquer financièrement, d'autres sont plus obscurs et feront l'objet d'une information ultérieure. Que disent les victimes? Si cela ne nous était pas arrivé, jamais nous ne l'aurions cru. Pour en savoir plus, je vous propose de prendre connaissance de mes 2 derniers livres. Espoir aux frontières de l'irréparable et Rafle d'enfants en 2015. Vaut la parole d'un enfant face au système judiciaire français. Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? À mesure où sur l'ensemble des factures, on a dû en justifier 3 ou 4 qui relevaient du fonctionnement de l'établissement. Cet argent est trop opaque. À la lumière de mon expérience, j'ai pu constater que la politique d'aide sociale à l'enfance pouvait nous interpeller. En effet, il est préférable pour un enfant d'être élevé par une famille qui peut être parfois un peu bancale que de connaître le parcours du placement. Celui-ci doit être réservé à des cas exceptionnels lorsque la santé ou la sécurité de l'enfant sont en danger. Souvent, les enfants sont placés selon de simples critères de carence éducative qui sont, il faut le reconnaître, assez subjectifs. On peut voir des familles aimantes, mais connaissant des difficultés, qui auraient besoin d'un simple accompagnement éducatif et éviter ainsi des placements. D'ailleurs, les juges s'appuient essentiellement sur les rapports qui sont faits par les assistantes sociales, qui elles-mêmes sont assez peu contrôlées par leur hiérarchie et par les élus, car elles s'abritent derrière le secret professionnel. Il est donc important de revoir ce dispositif, d'autant plus que chaque enfant placé coûte aussi 55 000 € par an, soit, pour un département comme l'Eure-et-Loir, 60 millions d'euros par an pour les placements d'enfants au moment où l'argent public se fait rare. Moi, mon expérience d'ancien directeur général des services d'un département, parce que c'est là que je me suis forgé quand même une première analyse précise du sujet, c'est qu'aujourd'hui, notre système, il est effectivement un peu déséquilibré, notamment lorsqu'on parle des placements. Il y a la question aussi de la détection réellement de ces situations de danger ou de risque. Aujourd'hui, je pense que là aussi, notre système est perfectible. Très clairement, il y a trop de signalements qui reviennent sur des situations qui sont des situations peu avérées, peu informées, on va dire, a priori, et trop peu, par exemple, qui remontent déjà le sujet de la priorité numéro 1, ça devrait être évidemment la situation de la maltraitance. Le Conseil de l'Ordre des médecins en France a fait des évaluations, il y a des chiffres qui ont circulé, sur des nombres de décès d'enfants par maltraitance qui sont extrêmement inquiétants. Or, il faut savoir que ces situations-là, elles ne sont pas détectées. Il n'y a que 5% des situations de maltraitance, de signalement pour maltraitance, qui remontent par le corps médical. Or, c'est le médecin qui est le mieux placé pour savoir s'il y a un danger de maltraitance. Vous voyez, donc on est allé, je crois, un peu loin, de manière un peu hardie, dans la protection morale de l'enfant, sur ce risque moral, et peut-être qu'en revanche, le vrai sujet, et je pense que c'est une vraie urgence, c'est la maltraitance, et là aussi, il y a vraiment besoin de rééquilibrer les choses. C'est le sens d'ailleurs d'un texte dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale, pour très clairement libérer le corps médical, dans son acception la plus large, de tout risque de recours, de poursuite contre signalement abusif. Les médecins et tous les professionnels de santé aujourd'hui sont totalement exempts de tout risque de poursuite dès lors qu'ils font un signalement. Comment je connais l'aide sociale à l'enfance? En fait, je la connais depuis 45 ans maintenant,
parce qu'après une formation de psychologue, je suis rentré comme inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, puis ensuite je suis devenu directeur départemental de l'ADAS, à l'époque où l'ADAS existait. Après, j'ai été directeur général d'une fondation qui s'appelle La Vie au Grand Air. À tout ce titre-là, j'ai bien connu ce service, j'ai écrit des livres, j'ai participé à beaucoup de réformes législatives. Et puis, il y a une dizaine d'années, ou une douzaine d'années, j'ai fait un doctorat en droit et je suis rentré au barreau de Paris. Je suis actuellement avocat au barreau de Paris, où j'interviens essentiellement auprès des juges des enfants dans le domaine de la protection de l'enfance. Alors la protection de l'enfance, bien sûr, c'est nécessaire, c'est utile, mais malheureusement, c'est souvent excessif. Et on peut constater qu'il y a beaucoup de placements qui sont abusifs, qui ne devraient pas exister. Parce que c'est une énorme souffrance pour les parents et également pour les enfants surtout. Par exemple, quelquefois quand il y a un retrait, il y a un motif, bien évidemment, mais une fois qu'un enfant est confié, pour le retirer de l'aide sociale à l'enfance, alors là c'est extraordinaire, c'est extrêmement compliqué. Je pense pour ma part que sur les 130 000 enfants qui sont confiés à l'ASE, sur les 7,5 milliards que ça coûte chaque année aux contribuables, il y a au moins la moitié qui pourrait être évitée, 25% qui ne devraient pas rentrer à l'aide sociale à l'enfance, 25% qui ne devraient pas y rester. Donc nous militons pour faire reconnaître les droits des enfants et les droits des parents lorsque l'enfant est confié et pour remettre en cause ces divers dispositifs. Je dois préciser que je n'ai jamais été juge des enfants et que si j'ai eu à connaître de procédures d'assistance éducative, c'est avant tout à travers leur suite pénale. Ce que j'ai pu observer, et en prolongement peut-être de ce que soulignait le député Olivier Marleix sur le positionnement de l'ASE, à la fois juge et partie dans ces procédures, c'est que le juge des enfants rencontre lui-même un problème de positionnement. Et ceci pour deux raisons institutionnelles. La première raison, c'est que, précisément, le juge des enfants est extrêmement dépendant de l'aide sociale à l'enfance, qui est à la fois celui qui nourrit le juge de ses informations, et en même temps celui qui est chargé, très largement, de mettre en œuvre les décisions du juge des enfants. De telle sorte que l'ASE est moins une partie à la procédure qu'un collaborateur du juge des enfants. Deuxième problème institutionnel, c'est que le juge des enfants n'intervient pas de manière ponctuelle, avec un regard neuf à chaque problème qui lui est soumis et sur lequel il doit statuer par une ordonnance ou un jugement. Il intervient dans la continuité de ses propres décisions, c'est-à-dire qu'il se trouve d'une certaine façon engagé par ses analyses précédentes. L'absence de regard neuf est un problème extrêmement sérieux au regard des devoirs du juge et de la notion d'impartialité. Ceci est aggravé par une insuffisance des textes quant à la définition de ce qu'est l'enfance en danger. Et je rejoins à cet égard les propositions d'Olivier Marleix sur la nécessité de glisser davantage vers la notion de maltraitance qui est beaucoup plus opérationnelle et, à mon avis, beaucoup plus protectrice des droits des citoyens. Ces problèmes institutionnels sont en France aggravés par ce que je pourrais appeler une sorte de syndrome du juge français, que je pourrais qualifier, sans forcer sur les mots, d'arrogance. Pourquoi ? C'est-à-dire que le juge a tendance à penser en France que sa formation par l'École nationale de la magistrature le fait juge. Et on perd de vue que ce qui fait le juge, ce n'est pas ni sa connaissance du droit, même si elle est nécessaire, ni sa formation spécifique à travers l'École de la magistrature, ni sa robe, c'est la procédure qu'il suit. C'est la procédure qui fait le juge et son positionnement intellectuel, c'est-à-dire ce balancement nécessaire, constant, entre le doute et la raison. Ce que l'on répète aux jurés lorsqu'ils participent au fonctionnement des cours d'assises, eh bien, les juges devraient se le dire à eux-mêmes et ne pas se reposer sur ces certitudes qui, à mon sens, sont à l'origine de beaucoup d'erreurs et de malheurs pour les justiciables. Peut-être le bout du tunnel pour Valérie Dubois. Le tribunal pour enfants d'Orléans suspend dans cette lettre la mesure éducative prise pour sa fille de 15 ans. Il y a maintenant 5 ans que cette mère de famille de Saint-Jean-de-Bray voit ses 2 enfants seulement 2 fois par mois. Des enfants qui demandent depuis longtemps à retourner vivre avec leur mère.
C'est sûr qu'on ne les a pas écoutés. Hein. C'est sûr qu'on ne les a pas écoutés parce que les magistrats constataient effectivement que les enfants voulaient aller vivre avec leur mère. Donc ils ne s'en sont pas cachés et ils ont quand même pris des décisions contraires. L'affaire Valérie Dubois, un scandale qui a défrayé la chronique. L'histoire d'une femme internée abusivement en 2010 à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais sur la base d'un faux certificat médical et avec la complicité de son mari. Les deux coupables ont été condamnés. Mais depuis sa sortie de l'hôpital, Valérie Dubois n'a plus la garde de ses enfants confiés au père. Tout se passe comme si les juges qui ont reconnu son statut de victime continuent à la considérer comme coupable en laissant de faux documents dans les dossiers. Il y a dans le dossier des rapports d'experts que je n'ai jamais rencontrés. Et pour certains qui n'ont même pas rencontré les enfants et qui se sont permis de dire qu'il ne fallait pas nous offrir des droits. J'ai un dossier qui est carrément fictif, puisqu'il n'y a que des articles de journaux. S'il y avait des vraies pièces essentielles, ça se saurait. Ça fait 5 ans et je ne suis toujours pas divorcée. Voilà, on m'a obligée à enclencher des procédures, à redemander mes enfants pendant 5 ans. Aujourd'hui, Valérie Dubois est assistante d'éducation et travaille quotidiennement au contact des élèves, mais elle ne peut toujours pas voir ses enfants librement. Après cette affaire emblématique de l'internement abusif, rien ne peut plus être comme avant. Une vie normale, oui, mais complètement différente de celle que j'aurais eue si je n'étais pas passée par tout ça. Je pense, oui. Et mes enfants aussi ne seront pas les mêmes que s'ils n'avaient pas traversé tout ça, c'est sûr. Il va falloir après rattraper. L'amour, ça peut guérir beaucoup de choses, c'est un pansement. Un pansement pour protéger des plaies bien difficiles à cicatriser. Notre petit garçon nous a été enlevé le 6 avril par le juge des enfants et l'ASE, sauvagement, sans aucune motivation, sans vraie raison valable, suite à un malentendu, du moins de leur avis. Bien sûr, on mène toutes les actions possibles, imaginables pour faire casser ce jugement. Notre petit garçon, malheureusement, est handicapé suite à un AVC à l'âge d'1 an. Il a besoin de soins plusieurs fois par semaine, kinésithérapie, orthophonie et d'autres soins. Et depuis le 6 avril, et l'ASE le reconnaît, Gareth n'a reçu aucun soin à part une petite séance de kinésithérapie. L'ASE le reconnaît, le président du conseil général qui est responsable de l'ASE et de par la loi responsable de l'enfant refuse d'en discuter. La juge s'en moque complètement aussi. Donc c'est un scandale de plus contre lequel nous nous battons, sa maman et moi, en espérant, parce qu'on est sûr de rien. Les démarches, c'est se battre contre tout le monde, c'est écrire au ministre, c'est écrire au président, c'est écrire au juge, c'est écrire au président du conseil général, c'est écrire au procureur, c'est se rapprocher des associations pour avoir de bons conseils. Bref, moi si j'avais un conseil à donner, c'est très très dur, c'est terrible, mais ne baissez pas les bras, battez-vous. Battez-vous et à la fin, on gagnera à la fin, quand on sera plusieurs, on gagnera. Alors je m'appelle Jonathan Delay, j'ai été placé la première fois à l'âge de 6 mois environ pour cause de maltraitance, puis remis à mes parents sans surveillance quand j'avais 2 ans. J'ai ensuite été placé à 6 ans de manière répétitive et sans objectif jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors le message est que j'aurais aimé avoir connu qu'une seule famille aimante, au lieu de connaître 5 familles d'accueil, une maison d'enfants et 5 foyers, surtout pour finir SDF le jour de mes 18 ans, sans qualification scolaire, mis à la porte le 22 mai au soir à minuit sans motif valable, alors que je suivais des études et que je n'ai malheureusement pu terminer. Ma fille est placée depuis juillet 2015 au foyer Henri Ruel à Fontenay-sous-Bois. Nous dépendons de l'ASE de Créteil et notamment de l'inspecteur M. Ludier, ainsi que de l'EDS, l'espace des solidarités de Sucy-en-Brie et de Madame Rignou.
Je me heurte à des comportements indignes et des propos calomnieux de l'ASE, de l'EDS, du foyer. Ils mentent de manière éhontée, ils habillent leur rapport d'arguments psychologiques invérifiables, alors que dans le dossier, il existe des faits incontestables. Ils envisagent de changer ma fille de foyer et m'ont vendu cette perspective en me disant que cela nous rapprocherait. Alors moi, je veux la main levée de ce placement qui ne tient pas debout, insupportable et parfaitement contraire, me semble-t-il, aux droits les plus élémentaires des enfants.